Maintenant, on va passer au menu principal. Nos conférenciers vont parler de comment on peut appuyer l'entrepreneuriat rural, l'innovation et le développement économique. Nous avons 3 conférenciers extraordinaires et ça fait 3 ans que je travaille avec ces conférenciers. Alors, nos conférenciers vont pouvoir se présenter et nous dire aussi quel est leur rôle. Je vais rappeler à nos conférenciers qu'ils ont exactement 15 minutes pour faire leur présentation. Questions auxquelles nous pourrons répondre. Alors, j'aimerais présenter Heather Hall. Heather Hall est professeure adjointe à l'Université de Waterloo. C'est une de mes amies. C'est une chercheuse aussi absolument incroyable. Et elle va donc aborder bon nombre de ses intérêts de recherche ce soir. Merci, Sarah. Bienvenue tout le monde. Lorsque Sarah était en train d'organiser ce jury, elle nous a demandé de ne pas nous présenter, parce que ça vous trouvez dans le programme, mais elle nous a dit d'expliquer pourquoi nous faisons le travail que nous faisons. Est-ce que nous voulons atteindre? Moi, j'ai été élevée dans le nord de l'Ontario. Mon père, mon grand-père étaient de l'industrie minière. Et j'ai vu très jeune quelle était la force et la volatilité de l'économie basée sur les ressources, l'économie primaire. Et lorsque j'ai continué à faire des études plus poussées, je savais que je voulais aborder les points qui touchaient les collectivités du Nord. Et je voulais mettre l'accent sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Alors que j'étais à l'Université de Toronto, une étudiante m'a demandé ça veut dire quoi la recherche que tu fais? J'ai dit ma recherche, écoutez, elle est importante, mais tout ce qui compte se trouve le long de la 401. Alors, si vous ne connaissez pas la 401, c'est une autorité très importante qui commence au sud-ouest de l'Ontario, près de la frontière américaine. Ça passe par Toronto, ça se termine au Québec, au sud-est de l'Ontario. Alors, c'est un lien pour la partie urbanisée de l'Ontario et aussi c'est une région qui connaît une très grande croissance. Alors, cet étudiant sentait que les collectivités rurales et du Nord n'avaient pas vraiment d'importance lorsqu'on parle d'innovation et de développement économique. Malheureusement, cet étudiant n'est pas seul parce que bien souvent, on ne pense pas que les régions rurales sont assez dynamiques et ne présentent pas les conditions d'innovation qui sont propres à la nouvelle économie. Mais nous avons une perception de ce genre qui mine la valeur des collectivités rurales du Nord. Et ça ne rend pas service aux gens et aux entrepreneurs qui vivent dans ces régions rurales. Et bien souvent, les gens ne savent pas ce qu'est l'innovation. Bien souvent, on veut de l'innovation. Mais bien souvent, 9 fois sur 10, les gens associent l'innovation avec la technologie. Évidemment, la technologie, c'est très important, mais l'innovation peut se produire dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur, à tout endroit, et touche tous les aspects des activités d'entreprise. Évidemment, l'innovation est progressive. C'est-à-dire qu'on peut améliorer certains produits existants ou des processus. On pense par exemple à l'iPhone ou l'iPad. Il y a des découvertes, des innovations qui se produisent sur les marchés et qui vont éliminer ou transformer d'autres découvertes. Mais l'innovation influence notre perception sur l'innovation lorsqu'on parle de régions rurales et du Nord. Et il est important de reconnaître que l'innovation peut être nouveau et peut aussi se passer dans un endroit différent. Alors, l'innovation, pourquoi est-ce qu'on le veut? Eh bien, ça crée de la valeur. Ça peut être de la valeur qui est de la prospérité, l'emploi, la richesse. C'est peut-être une valeur qui est importante pour l'individu, une entreprise, ou peut-être une valeur sociale. Par exemple, ça permet des progrès dans le domaine de la médecine ou des soins de santé, ou ça peut être une valeur pour l'environnement.
il faut voir aussi que les entrepreneurs soutiennent l'innovation. Et lorsqu'on a une recherche qui est liée à l'innovation, eh bien, il y a deux leçons, c'est-à-dire que l'innovation, c'est un processus. On ne peut pas faire de l'innovation sans l'aide des autres. Alors, que ce soit des entrepreneurs, des industries, que ce soit des établissements post-secondaires, des entreprises gouvernementales, des sociétés civiles, enfin, tout le monde a un rôle à jouer lorsqu'on parle d'innovation. Alors, il y a une deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que la géographie ou l'endroit est important. C'est-à-dire que les entrepreneurs et les entreprises s'attachent à certaines régions et il y a des ressources qui sont propres au milieu. Et ça a des répercussions directes sur l'avantage concurrentiel d'une région. Alors malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt, la recherche qui touche l'innovation, la politique, touche les grandes régions métropoles. Ce qu'on sait au sujet de l'innovation, c'est que les secteurs primaires comme la mine, la foresterie, pétrole, le gaz, on sait que l'innovation se passe à ces endroits-là. Et bien souvent aussi, c'est quelque chose de nouveau à l'entreprise ou nouveau aussi à une région par rapport à ce qui est nouveau au monde en général. Donc, souvent, c'est un plus, c'est une réponse à un problème particulier. Alors, j'ai divers exemples à vous demander. Alors, je vais vous parler d'un exemple, une entreprise Elmey, MFG, à Sudbury. Je suis de cette région-là. En 1957, Leo May était un mineur qui travaillait sous terre à Inco. Et à ce moment-là, dans les mines, il n'y avait pas de salle où on pouvait manger. Et Léo, souvent, il s'asseyait sur sa boîte à lunch en étain. Et puis, évidemment, ça s'effondrait sous son poids. Et donc, il a décidé de créer une boîte à lunch qui soit abordable, légère, et qui pourrait supporter le poids d'un minier. En 1978, donc, l'entreprise a été incorporée et on a commencé une production en série des boîtes à lunch pour les mineurs à Inco, et ça touchait aussi le nord de l'Ontario. Et sa fille, qui s'appelait Catherine, s'est occupée de l'entreprise. Elle a une lunch à bas, une boîte à lunch qui avait une conception un peu différente. C'était résistant et aussi joli. Mais Catherine, elle a même paru dans l'émission de télévision Dans l'œil du dragon, et elle saisit toutes les occasions pour faire la mise en marché de son produit, de cette nouvelle boîte à lunch. Alors, Sudbury, comme on sait, il y a une industrie du film qui est assez importante. Alors, les acteurs, bien souvent, utilisaient ces boîtes à lunch. Et puis, donc, son produit a été utilisé partout dans le monde. Mais Elmey n'est pas seule dans ce genre à Sudbury. Alors, ça fait partie des services offerts pour les mines. Et cette innovation fait en sorte qu'on peut engager 13 500 personnes qui travaillent dans 300 entreprises, ce qui donne lieu à 4 milliards de dollars en vente par année. Ces entreprises ne naissent pas du jour au lendemain. Les racines se retrouvent dans les années 70, quand les entreprises minières importantes ont commencé à diminuer, à faire des services en utilisant des personnes qui soient de l'extérieur, donner du travail à contrat. Il y a eu des conflits aussi entre les travailleurs. Il y a eu de nouvelles technologies aussi de production. En 81, les entreprises, les compagnies minières avaient donc éliminé 10 000 emplois, mais il y a un résultat positif parce que on a pu former certains mineurs. Et donc, il y a eu des petites entreprises aussi qui ont pu aider l'industrie minière locale. Alors, en plus de ces entreprises-là, il y a eu donc des incubateurs, il y a eu des laboratoires de fabrication qui ont produit donc des activités entrepreneuriales innovatrices. J'ai un deuxième exemple maintenant qui est
à Terre-Neuve, au Labrador. Ça se situe à l'île de Fogo. Fogo a une population de 2244 personnes et une histoire économique qui est liée à la pêche de la morue qui s'est effondrée dans les années 90. C'était accessible uniquement par traversier, bateau, hélicoptère ou avion non lisé. Après l'effondrement de la pêche à morue, il y a eu des problèmes. Et en 2006, il y a eu Zita Kobi qui a créé la fondation Shorefast avec son frère. Et elle a commencé à avoir donc une fondation. Et cette fondation, Shorefast Foundation, c'était de miser sur la revitalisation de la collectivité en tenant compte de 3 éléments distincts, c'est-à-dire que Fogo Island Arts était un organisme sans but lucratif qui faisait la promotion de toute activité artistique. Il y a une industrie de géotourisme. Il y a aussi la construction d'une auberge, le Fogo Island Inn, le développement aussi d'un programme de micro-prêts où les entrepreneurs pouvaient établir leur petite entreprise sur le Fogo Island. Il y a aussi des textiles dans l'auberge, des couvertures. Il y a aussi du mobilier qui est construit localement, qu'on peut acheter aussi. Elle travaille avec les personnes qui travaillent dans le domaine de la textile, aussi avec des designers et également, il y a du géotourisme, il y a des visites qui sont organisées, on explique aussi l'histoire de l'île. Alors, on a divers exemples de ce genre qui montrent qu'il y a une pensée qui est audacieuse et aussi qu'il faut prendre des risques. Alors, on tient compte de l'importance de l'endroit. On reconnaît qu'il y a des actifs dans certains endroits, des atouts. Et nous pouvons donc avoir des professionnels dans les régions qui s'occupent de développement économique. Évidemment, je ne suis pas naïve. Je sais qu'il y a des réalités qui sont difficiles pour les collectivités rurales et du Nord. Alors, il y a des données il y a des données démographiques, il y a une sensibilisation, il y a l'accès à une connexion de haut débit. Et il y a l'accès aussi au financement des politiques du gouvernement. Alors, il y a des outils qui existent pour aider le développement économique dans les domaines ruraux et du Nord. Mais évidemment, nous avons aussi des incitatifs fiscaux qui peuvent aider les régions. Nous avons donc des politiques plus générales. Également, il y a la recherche et le développement qui sont fondées sur le milieu. Il y a aussi des exemples de stratégies d'innovation régionale où nous avons des stratégies de spécialisation intelligentes et nous avons des politiques d'innovation qui sont fondées aussi sur le système. Ça veut dire c'est qu'il y a une interaction entre les divers intervenants. Ça peut être fait grâce à des réseaux d'affaires, des associations, des événements de réseautage. Donc, on veut que les gens puissent montrer leurs produits à divers salons professionnels ou autres événements de ce genre. Et enfin, ça peut être axé sur l'acteur ou à l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il peut s'agir ici d'incubateurs. Et nous avons aussi une formation, une acquisition de compétences. Il y a aussi un mentorat inversé, c'est-à-dire on peut avoir des mentors dans certains domaines, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies, des médias sociaux. Et on voit aussi qu'il y a un rôle important à jouer aussi. Alors, dans mes dernières minutes, j'aimerais simplement vous faire une annonce au sujet de l'innovation de grande envergure, parce que je pense que les régions du Nord et les régions rurales seront davantage touchées par ce tsunami technologique qui se produit déjà, c'est-à-dire l'automatisation, les progrès dans le domaine de la technologie, y compris les réseaux, la robotique, la fabrication automatisée, les plateformes, l'intelligence artificielle. Tout ça, ça va façonner l'avenir de la vie et du travail au Canada.
Alors, les individus s'intéressent de plus en plus au développement économique, au développement communautaire, et on essaie de voir comment nos secteurs, comment nos collectivités peuvent être touchées par ces innovations. Et dans certains cas, on peut saisir de nouvelles possibilités. Et je pense qu'on devrait toujours saisir ces possibilités-là et essayer donc de créer du développement pour nos régions. Je vous remercie. About and to share with you folks is using technology to solve problems in rural places. And from what I know of Chart's work, this is going to be an awesome presentation. I have a fun name. Chart, like a map, or a pie chart. Bon. I think of my mother a long time ago. Alors, Monsieur George de Vandenberg, Chart, she never thought. ma mère m'a nommé Chart. Ma mère n'avait jamais pensé que j'allais travailler à des gens très sophistiqués à Nelson. Et puis, je remercie ma maman de m'avoir appelé Chart. J'ai aussi un accent plutôt bizarre. Oui, en effet, je m'appelle Chart. Mais j'ai un accent bizarre parce que je viens d'Afrique du Sud. Ça fait 20 ans que je vis au Canada. J'essaie de chasser mon accent, mais j'y arrive pas. J'ai une formation en urbanisme et je travaille pour diverses municipalités. Je fais aussi du travail en tant qu'expert conseil, surtout pour ce qui est des systèmes d'information, plus particulièrement les systèmes d'information géospatiales. Et au cours des 2-3 dernières années, ma passion, c'était d'aider les petites collectivités à pouvoir mieux faire ce qu'elles font déjà. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler avec le Selkirk College. Nous avons un financement pour la recherche que nous effectuons ensemble. Alors, je vais partager cette recherche avec vous ce soir. Avant de vous donner des exemples, je vais vous parler de certains avantages de la technologie. Et cette technologie peut être offerte à des plus petites collectivités. Les collectivités peuvent tirer avantage de ces technologies-là. Avant de parler de technologie, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est le SIG, au système d'information géospatiale. Vous connaissez sans doute Google Maps, ça c'est un bon exemple, Google Maps. Ça montre un petit peu comment on utilise le CIG. Alors, ces systèmes d'information géospatiale, en fait, ça découle de la cartographie traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a une carte et ensuite on apporte des ajouts à cette carte. Pour le SIG, c'est un peu plus complexe parce qu'on peut ajouter autant de couches qu'on veut. Ça, c'est aussi un avantage. Et il y a toutes sortes de données. C'est illimité, en fait. On peut ajouter des couches et des données illimitées. Et puis, il y a aussi des bonnes fonctions pour ce qui est du SIG. Alors, je vois ici des personnes de Selkirk College et nous travaillons ensemble à régler un certain nombre de domaines. Alors, maintenant, une petite histoire du SIG. Alors, vous êtes peut-être fiers en tant que Canadien, c'est que le premier système d'information géospatiale a été lancé à Ottawa dans les années 60. Et depuis les années 70 et les 80, il n'y avait rien qui se passait vraiment, mais dans les années 90, il y a eu beaucoup de logiciels qui ont été créés. Et puis, un des logiciels que vous connaissez peut-être, c'est EasoEye.
aujourd'hui, c'est le joueur le plus important pour ce qui est de l'information géospatiale. Si on regarde les logiciels, si on regarde le système de plus près, bon, c'est assez coûteux. Alors ça, c'est un désavantage. Et il faut une certaine expertise pour pouvoir avoir un système d'information géospatiale. Et pour les petites collectivités, nous n'avions pas de système de ce genre. C'était surtout élaboré dans les grandes collectivités parce qu'il y avait le savoir-faire, l'expertise et il y avait aussi le financement. Mais tout récemment, tout cela a changé et nous allons en parler aujourd'hui. Il y a eu donc des progrès technologiques qui ont fait en sorte que les petites collectivités puissent utiliser la technologie de SIG. Alors, l'Internet est un bon exemple. Alors, vous connaissez très bien les avantages de l'Internet. Alors, vous avez l'information tout de suite en cliquant. Mais pour ce qui est du SIG, pourquoi c'est si important l'Internet? C'est parce qu'il y a beaucoup d'informations, de couches qui nous sont accessibles. Par exemple, vous avez Street Views, Google Maps, Bing Maps, etc. Mais non seulement on a ça sur les téléphones cellulaires, mais on peut aussi avoir accès à certaines couches du SIG et on peut aussi l'afficher sur notre propre système SIG. Je vais vous en parler un peu plus tard. Je vais vous donner un exemple. Mais de façon plus traditionnelle, c'est très coûteux de faire ça. Et c'est certainement un avantage qui est offert à tout le monde maintenant. Deuxième avantage, alors premier c'était Internet, deuxième avantage c'est le GPS, c'est-à-dire le système mondial de localisation. Vous utilisez ça tout le temps, peut-être que vous ne le savez pas. Alors ce GPS, ce système mondial de localisation, en gros, c'est un satellite en orbite et ce satellite envoie l'information sur une localisation à un récepteur qui se trouve sur Terre et on peut savoir au juste où on se trouve. On utilise le GPS constamment. Bon, un petit peu d'histoire au sujet du GPS. De nouveau, ça a été créé dans les années 60 par la marine américaine. Alors, le GPS a été utilisé dans les océans, ça a été utilisé à la guerre du Golfe. Mais ce GPS, ou système mondial de localisation, c'est que l'information qui pouvait être utilisée par le public n'était pas très utile parce que les signaux reçus par satellite étaient brouillés. Alors, le 1er mai 2000, le président des États-Unis, Bill Clinton, a dit qu'ils allaient éliminer le brouillage des signaux reçus par satellite et ensuite toute l'information était accessible au grand public. Ça a été extraordinaire. Et beaucoup de développement qui a eu lieu est fondé sur cette décision-là. Prochain progrès dont j'aimerais parler, c'est les données ouvertes. Alors, dans la revue The Economist, peut-être que vous l'avez vu, on dit que la ressource la plus valable au monde maintenant, ce n'est plus le pétrole, mais ce sont les données. Alors, si on voit les 5 sociétés les plus importantes qui font de la technologie, c'est-à-dire Alphabet, c'est-à-dire Amazon, Apple, Facebook et Microsoft,
Et leur profit net pour le premier trimestre de 2017, c'était 27 milliards de dollars. Alors, on voit ici une croissance absolument incroyable dans ce domaine-là. Les données ouvertes, donc, c'est une tendance qui est beaucoup plus populaire. Avant, il fallait acheter cette information. Mais maintenant, la tendance d'avoir des données ouvertes est acceptée, c'est-à-dire que les données peuvent être accessibles au grand public gratuitement et sans droit d'auteur. Alors, on sait que les données, ça coûte cher. Et maintenant, le gouvernement fédéral, provincial, municipal ont adopté ce modèle-là. Donc, c'est un avantage pour tout le monde, surtout pour les collectivités qui sont petites, qui ne peuvent pas saisir les données, capturer les données. Donc, ça, c'est merveilleux de pouvoir utiliser ces données ouvertes. Maintenant, dernier exemple, c'est le logiciel ouvert. Alors, ce qui est important, c'est que ce logiciel libre, ouvert, il s'agit d'un code source qui est accessible au public. Et ça, c'est important. C'est gratuit. Alors, c'est développé par la collectivité, pour la collectivité. Et nous nous occupons de cet aspect-là au Circle College. Nous sommes très actifs dans le domaine du logiciel ouvert. Alors, si on regarde ces composantes, l'Internet, GPS, les données ouvertes, le logiciel ouvert, eh bien, nous avons divers projets et au Circle College. Alors, au Circle College, nous avons le système GPS que nous utilisons. Pourquoi? C'était pour les petites municipalités. Alors, ce qu'ils ont pour le moment, ils ont donc, il y a où ils font, par exemple, les pipelines et tout ça, sur une carte traditionnelle. Et on voulait remplacer donc ces vieux modèles en utilisant des nouveaux gadgets. Mais le logiciel que nous utilisons, c'est une application Windows. Et à droite, on voit ici un petit gadget argent. C'est un récepteur GPS. Alors, ce petit récepteur GPS ne coûte que 40 $ et on a une précision qui est quand même très grande. Et le logiciel que nous utilisons, c'est un logiciel ouvert. Donc, nous avons une tablette, donc GPS. Nous avons ici un GPS externe qui est non coûteux, où on utilise un logiciel ouvert, gratuit. On utilise un système GPS à 40 $. On a une application Windows qu'on a déjà d'ailleurs, et c'est utilisé pour cette application-là que vous voyez à l'écran. Deuxième exemple, c'est une application de cartographie. Parce que dans une municipalité, on voulait voir les données de façon simple. Et ça, c'est utilisé quelqu'un qui est au comptoir et ensuite quelqu'un téléphone. Et donc, on peut avoir accès aux données. C'est une application de cartographie web libre. Alors, j'ai parlé donc de l'Internet, n'est-ce pas? Et ça a été utilisé à partir des services de cartographie de l'Internet. On a donc saisi les données existantes et les seules données que nous avons utilisées,
Ça a été l'infrastructure. Si je vais à gauche, ici, nous avons des photos, street maps, tout ça, ça venait de diverses sources. Et maintenant, petite collectivité, de façon facile. Et ce n'était pas possible il y a quelques années parce que c'était beaucoup trop coûteux. Maintenant, ça coûte pas cher. Alors, c'est des réseaux de conduite plus vieux. Et on a exemple. Donc, on a Street View et on voit ici donc les réseaux et ici c'est accessible facilement, c'est très peu coûteux, tout le monde peut utiliser ça au sein de la collectivité. J'ai presque terminé. Je vais donc utiliser le logiciel ouvert. Alors, voici une petite carte. Toutes les données que vous voyez ici viennent du gouvernement. J'ai pris ici la croissance de la population au cours de la dernière décennie et j'ai fait ici une petite carte. On voit ici en rouge où il y a eu une croissance de la population au cours de la dernière décennie. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui se passe ici, hein? Mais beaucoup de croissance à Calgary. Je vous montre ça parce que je crois ici qu'on a un très bon exemple. D'où se trouve le problème. Alors, dans l'Est, alors Halifax, par exemple, c'est en blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance dans la région de Halifax. C'est un autre exemple où on peut utiliser les données. Donc, la croissance, ce n'est pas dans cet endroit-là de l'Est. Donc, ce sont des fruits que vous pouvez utiliser. Alors, peu importe l'application que vous voulez avoir, le tourisme, le développement économique. Et je crois que lorsque nous allons nous réunir dans 5 ans ou dans 10 ans, on pourra avoir une carte de ce genre. Et j'espère que vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de points rouges sur cette carte. Et j'espère que nous pourrons remettre les petites collectivités sur la carte de nouveau. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, notre troisième conférencier, Terry Van Horn. Terry, elle s'occupe de toute une région plutôt qu'une monétaire. Elle travaille donc pour le Lower Columbia Initiatives Corporation. Et elle va nous dire un petit peu ce qui se passe dans cette société-là. J'ai Heather et Chart qui ont parlé d'innovation, d'entrepreneuriat. C'est merveilleux. Ils m'ont précédé, ils ont parlé de tout ça. Et c'est ce que nous essayons de faire justement chez nous, dans notre établissement Lower Columbia Initiatives Corporation. Alors, merci beaucoup, Sarah. Merci aussi au Circle College d'être avec des conférenciers aussi distingués. Merci beaucoup. Vous êtes ici ce soir et j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir assister à d'autres séances au cours de la semaine. Et merci. Merci de croire dans notre petite collectivité. Merci de croire aussi en ce que nous faisons. Alors, si vous ne me connaissez pas, voici. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Terry Van Horn. Je suis donc directrice administrative de Lower Columbia Initiatives Corporation. Nous sommes un bureau de développement économique régional. Évidemment, c'est beaucoup plus sexy de faire partie d'une collectivité de 20 000 personnes que de 5 000 personnes.
Donc, Trail, Roslyn, Côté Boundary, et puis les régions A et B, nous avons réuni nos ressources pour créer cet organisme régional. Avant, ça faisait partie d'un organisme encore plus grand. Alors, si vous êtes de la région, vous savez que le LCCDS existe depuis un certain temps. Il s'agit surtout de bénévoles qui essaient d'avoir de développement économique et devaient donc mettre en commun certaines initiatives. Alors, ce qui est intéressant pour le LCIC, Lower Columbia Initiatives Corporation, LCIC, eh bien, ça nous a pris quelque temps pour nous organiser, mais le LCDTD a eu un mandat plus élargi, si on veut, sur la sécurité, mais LCIC met surtout l'accent sur l'expansion. Maintenant, j'arrive à l'essentiel. Je vais vous parler de Metal Tech Alley. Metal Tech Alley, c'est une nouvelle initiative. Ça existe depuis mai, mais ça fait 4 ans qu'on essaie de le construire. Alors, ce Metal Tech Alley, c'est de pouvoir réunir les ressources, de diversifier l'économie. Alors, toutes ces initiatives sont regroupées, mises en action. Nous avons eu une stratégie de mise en marché. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'allais à l'extérieur de la région, j'allais dans des centres urbains, je parlais de trail, je parlais de West Kootenays, de Kelowna, mais personne ne sait au juste où nous sommes et ce que nous faisons. Et lorsque j'ai commencé à parler de la région, alors on a parlé du coût abordable de vivre ici. On s'est rendu compte que la vie est merveilleuse, le style de vie est merveilleux ici. Et tout le monde dit ça en Colombie-Britannique. Alors, évidemment, nous avons des avantages par rapport au centre urbain parce que ce n'est pas cher de vivre dans les régions rurales comme les nôtres par rapport aux régions urbaines. Alors, il y a 4 ans, nous avons regroupé nos actifs, nous avons mis ensemble les intervenants, on a essayé de voir ce qui fait en sorte que nous sommes différents. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous démarquons par rapport aux autres? Et nous avons vraiment beaucoup d'attributs positifs dans nos régions. Lorsqu'on parle de région, évidemment, je parle de trail, mais de la petite ville de Trail. Mais je vais vous dire, c'est que lorsque je ne suis pas dans les centres urbains, je représente tous les West Kootenays. Alors, nous avons une histoire différente. Alors, nous sommes avant-gardistes. Nous sommes dans la 4e ère de l'industrie. Nous avons des terres qui sont donc peu coûteuses aussi. Alors, comment attirer de nouveaux entrepreneurs pour faire en sorte que les entrepreneurs décident de relocaliser ici? Donc, nous avons eu cette stratégie que nous avons appelée Metal Tech Alley. Alors, on parle d'expertise. Si vous ne connaissez pas Trail, alors nous avons une fonderie qui est bien connue dans le domaine du zinc. Nous avons aussi de l'expertise pour le recyclage, pour la technologie aussi. Nous avons donc la fabrication numérique, la métallurgie, nous avons le recyclage, l'économie circulaire. Nous avons aussi de la technologie et de l'innovation et on essaie d'aider ces entreprises.
Et ce qui est intéressant, lorsqu'on parle de regroupement des actifs, on s'est rendu compte qu'il y avait un quatrième actif qui existe parce que nous avons des organismes qui nous appuient. Mais nous avons aussi des centres qui ressemblent aux centres urbains en ce qui touche les grandes entreprises qui sont installées chez nous. Et ça fait en sorte que nous avons des entreprises comme AMEC, Golder Association, et donc nous pouvons utiliser ces entreprises-là pour aider d'autres entreprises. Alors, notre première cible, alors Tech Metals, est dans notre région. Tech Metals, donc, nous avons une première région qui est métallurgie, minéraux et matériaux de pointe. Alors, Tech Metals est vraiment pareil. On doit utiliser cette expertise. Alors, Tech, c'est une entreprise globale de Fortune 500, la plus grande fonderie de zinc au monde et qui a beaucoup de robotique aussi. Donc, dans les Kootenays, nous avons la science de technologie. Nous avons aussi un laboratoire qui s'appelle Midas. Alors, si vous ne connaissez pas Midas, s'il vous plaît, faites la visite samedi, parce qu'il s'agit donc d'une industrie qui s'occupe d'accélération, qui applique la recherche scientifique et on utilise l'expertise aussi métallurgique, de fabrication numérique, le Fab Lab. Et on a aussi des produits dérivés qui sont produits par Tech. Alors, c'est une occasion unique qui se présente dans le domaine de la technologie. Ça, c'est pour le secteur métallurgique. Maintenant, le recyclage industriel. Et ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons avoir de la diversification. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons une entreprise qui fait du recyclage des batteries et des piles. Et puis on a commencé à dire, OK, on va commencer à en parler parce que nous sommes les seuls au monde à faire donc le recyclage des batteries et c'est une occasion unique qui se présente ici. Alors, il faut célébrer, il faut raconter notre histoire. Nous avons aussi le plus grand recyclage pour les batteries, pour le verre. Vraiment, c'est une technologie unique, la seule installation au monde qui recycle les piles lithium-ion. Alors, il faut en profiter. Et aussi le recyclage, donc, du plomb, des batteries à plomb, de cartes de circuit imprimées, de tubes cathodiques en verre, de batteries Tesla. Donc, écoutez, c'est quand même quelque chose. Alors, nous avons des leaders. Brian, par exemple, qui va vous parler demain, c'est un leader aussi dans l'informatique par nuage. Et vraiment, cette expertise existe ici. Lorsqu'on parle de technologie, alors, et je vois ici que nous avons dans nos secteurs, c'est que nous sommes des leaders dans le domaine de la technologie. On a des secteurs absolument incroyables. On a une expertise qui existe déjà. Il faudrait partager cette belle histoire et puis attirer des personnes qui ont cette vision aussi. Alors voilà notre vision. S'il vous plaît, le microphone, sinon l'interprète ne peut pas entendre. Malheureusement, l'interprète ne peut pas entendre car la conférencière s'est éloignée de son micro.
et le son n'arrive aux oreilles de l'interprète que lorsque la conférencière parle au micro. Bon, c'est pas un plan qui arrive du jour au lendemain. Non, c'est une vision. C'est une vision qui va durer 10 ans ou 15 ans. Alors, si on voit le point rouge dont a parlé le conférencier précédent, vous verrez que nous aurons un gros point rouge sur la carte. La technologie, c'est la façon qui permet de faire travailler tout le monde, peu importe où il se trouve. Et ça, c'est notre objectif. Et c'est là ce que nous voulons, c'est là où nous voulons être dans 10 ans. Être un gros point rouge sur la carte. Alors, vous avez mes cartes si vous voulez me consulter. Alors, j'aimerais vous donner les détails, de la stratégie, mais je ne peux pas le faire ici ce soir. Je vais vous dire que pour arriver à cette stratégie, on a eu besoin de beaucoup de collaboration, beaucoup de partenariats. Alors, j'aimerais remercier nos commanditaires. Merci beaucoup à nos commanditaires qui nous ont permis d'être ici. Alors, merci aussi à nos partenaires comme TEG. Merci aussi à I4C Innovation Center. Alors, c'est une histoire de réussite et tout ça nous emballe vraiment beaucoup. Merci.